Sud Radio, la radio du rugby. Le MAG, François Trio. Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez, le MAG spécial Champions Cup et donc le double sacre de La Rochelle. La Rochelle a conservé son titre. Bien sûr, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300 pour interagir avec nous, pour partager quand même cet exploit, parce que c'en est un, cet exploit des Rochelais, 27-26. On est tous ensemble, bien sûr. Il y a Yohan Huget, il y a Daniel Herrero, il y a toute l'équipe Sud Radio qui est là. Alexandre Priam, Philippe Spanghero, bien sûr. Et puis vous, sur les réseaux sociaux, vous êtes les bienvenus pour interagir avec nous. Quel match, Yohan, voilà, on en parlait avant, c'est impressionnant, 27-26, ils étaient menés 17-0 ces Rochelais. Comment vous attribuez ce renversement, ce changement un peu de situation? Sincèrement, ils ont gardé leur cap, ils ont gardé leur plan de jeu. Je pense qu'ils avaient un plan de jeu bien précis, de coller au score et voilà, on les a jamais sentis abattus. Même quand ils ont été menés, ils ont fait le deux rangs. Alors certes, à 17 à 3, on pensait vraiment que ça allait, qu'ils allaient prendre cher, mais d'un coup ils ont réussi à se maintenir. Mais ça a été incroyable. Sincèrement, j'ai échangé avec Philippe pendant la mi-temps et je me suis dit ils vont s'écrouler. Et physiquement, ils ont tenu le rythme et la cadence à l'extérieur. C'est chapeau. Ouais. Il n'y a pas grand mot à dire sur leur performance. C'est effectivement impressionnant, Philippe Spanghero. Voilà, on a eu une deuxième mi-temps quasi à sens unique en faveur des Rochelais. Ouais, quasiment à sens unique, mais j'ai quand même revu dans les très grandes lignes le scénario de l'année dernière, de cette finale. Et je crois que cette finale de l'année dernière, elle a servi mentalement à ces Rochelais. D'ailleurs, dès le retour des vestiaires en deuxième mi-temps, l'entraîneur Sébastien Boboul a dit qu'il avait parlé aux joueurs de cette finale l'année dernière et du moment où ils étaient menés de 8 points au retour en deuxième période. Et voilà, comme le disait Yohan, je crois que ces Rochelais, ils ont su rester sereins. Ils avaient su ou ils anticipaient une très grosse entame du Leinster, la possibilité de prendre des points et de courir après le score. Je crois que ça faisait partie de leur scénario. Ils sont restés sereins et puis je le disais, mais ce que je disais avant le match, mais c'est le rouleau compresseur de ce paquet d'avant Rochelais, c'est quand même monstrueux ce qu'ils ont réalisé, à quel point ils ont marqué les Leinstermen dans le secteur de la mêlée fermée, dans le secteur des zones de ruck, même si on en a parlé aussi pendant le match, il y a pas mal de décisions arbitrales qui posent quand même question. La Rochelle a gagné, donc on va pas s'étendre dessus, mais dans le secteur des zones de ruck, les Rochelais auraient dû être arbitrés différemment et ont posé de très grandes difficultés aux Leinstermen qui ont rarement été en difficulté comme ça dans cette compétition. Donc voilà, les Rochelais étaient calibrés pour battre cette équipe. C'était peut-être la seule équipe sur la scène européenne capable de rivaliser. Ils l'ont montré aujourd'hui, mais c'était immense sur les terres irlandaises après que le Leinster ait autant dominé cette compétition. Daniel Herrero, les joueurs reçoivent les remplaçants, quoi. Ouais. Les remplaçants ont fait un boulot. L'apport du banc est incroyable. Daniel Herrero, les joueurs reçoivent leur médaille, il y a de la joie, mais voilà, avec un peu de recul, comment vous le qualifieriez cet exploit ? Alors d'abord, je trouve effectivement qu'il y a de la joie, il y a une énorme joie dans le camp des Rochelais, mais il y a aussi beaucoup de dignité, beaucoup de, j'allais dire, la traditionnelle humilité rochelaise. Ils sont extrêmement respectueux, je dirais, de leur joueur et de l'adversaire. Donc il y a beaucoup de convivialité sur le terrain au moment où on voit les Rochelais donc recevoir leur trophée, on dira leur médaille. L'allure générale, c'est que effectivement, c'est autour de la maîtrise collective que tu sens qu'il y a quelque chose, de majeur dans le 15 Rochelais. Ils ont souffert beaucoup dans le début du match. Ils ont maintenu, je ne sais pas si c'était leur projet de jeu, leur projet de jeu quand tu es dans ce niveau-là. On a tous vu que c'était dans un premier temps dans ton camp récupérer les ballons, les éloigner dans
l'entre-deux-jeux, d'essayer de construire, et quand tu t'approches dans le camp de l'adversaire, d'essayer de le finir. Dans la stratégie générale, elle n'est pas surprenante, tu vois, mais ce qui est intéressant, ce qui va donner à La Rochelle la perspective d'aller quand même encore lutter pour essayer de s'imposer, c'est de ne pas se fragiliser face au flot de l'adversaire. Ils ont maintenu une qualité de conquête. Ils se sont appuyés lentement mais sûrement quand même vers la fin de la première mi-temps et puis presque toute la seconde mi-temps sur leur traditionnel point fort, je dirais. Le point fort, c'est leur puissance, leur robustesse. Et leur puissance et leur robustesse, c'est dans le jeu de la mêlée ordonnée, de la mêlée fermée, qu'il a commencé à être très efficace, et dans le jeu debout, qui est une forme de mêlée dynamique, on dira, ou spontanée. Et dans le jeu debout, dans le jeu des molles, et dans le jeu des rucks, qui est aussi un espace où la puissance et la tonicité, l'agressivité, la robustesse peuvent s'exprimer. Là, ils ont pris le match, ils ont inversé le match, Daniel, lentement mais sûrement à partir de ces secteurs-là. Et va t'en voir que ils ont et là aussi signe d'une grosse équipe dans le sens où elle possède son jeu, elle est maître de sa confiance. Et le trophée, qu'ils ont été capables de construire lentement mais sûrement, mais en y arrivant, ils se sont pas désorganisés, ils se sont pas désunis au moment où ils lèvent la coupe. Oui, les voilà les Rochelais, champions d'Europe 2023 comme en 2022. Et Grégory Aldrit qui avant lui avait eu d'autres capitaines qui avaient soulevé 2 fois consécutivement. Martin Johnson, Johnny Wilkinson, Brad Barrett, bref, que Léo Cullen l'avait fait. Voilà, un Rochelais qui le fait, c'est Greg Aldrit, et c'est vraiment mérité, amplement mérité. Voilà, sur l'énergie déployée sur la campagne 2023. Et on voit quand même aussi cette magnifique accolade entre Ronan O'Gara et Vincent Merlin, son président. Et voilà, ça fait plaisir aussi pour ces hommes-là, et notamment Vincent Merlin. Ouais, Vincent Merlin, je te laisse le développer, le rôle du boss, le rôle du leader, le rôle du gestionnaire, même du visionnaire quasiment, de ce club de La Rochelle. Mais quand même, je tiens, non pas forcément en tant que technicien, mais gloire à O'Gara. À gloire à O'Gara. Gloire à O'Gara, qui est un Irlandais et qui vient donc de trucider ses compatriotes sur leur stade. Mais gloire à O'Gara, préparer un match de cette importance, avec cette lucidité, avec cette fermeté, avec cette décision, affirmer à la mi-temps que les choses sont à peu près claires, si le cœur est en place, la tête est bien fraîche, et la santé est bonne aussi. Cette équipe est en bonne forme, elle est en grosse forme. Donc tu ne sens pas la moindre fragilité dans l'approche du match de la part du coach. Ça se transmet beaucoup, et ça se transmet aussi sur Grégory Aldrit, dont on voit la sérénité quasiment dans tout le match et à tous les moments du match, et même ceux qui étaient les plus déficients. Et O'Gara quand même avec une espèce de détermination, je dirais presque une brutalité, tu vois, dans l'approche du match, et comme ça qui transmet à son équipe une confiance qui apparaît incommensurable. Et en même temps, encore une fois, malgré tout, signifier que le jeu produit par l'équipe de La Rochelle a été bon. Et quand ils ont pris l'ascendant, il a même été très bon, avec effectivement, comme le disait Philippe Spanghero tout à l'heure, une constance malgré tout, un peu en rapport à ce que fut leur victoire la saison dernière, une constance dans le défi frontal, la puissance athlétique, la quête des points à partir de la grande gaillardise du collectif. Oui, grande gaillardise effectivement. Johan Huget, de voir quand même ces Rochelais soulever la coupe en milieu hostile, oui, c'est quand même un exploit retentissant, et on comprend aussi leur émotion. Oui, on comprend leur émotion, on connaît les terres irlandaises, le public, donc sincèrement, tous les pronostics étaient contre eux, même moi je l'avoue. Et ils ont déjoué tous les pronostics. Mais pas Julien Thomas. Il l'avait dit, Julien Thomas. Il a du pif. On le sait qu'il a du pif. mais en tout cas, pour les avoir vus jouer il y a quelques semaines devant Toulouse, j'avais été impressionné par leur collectif. Et là, il faut avouer que le collectif rochelais aujourd'hui a su faire face
à une terre irlandaise très dure à conquérir. Enfin, la nouvelle marque de clim qui peut se lancer en Irlande, ce sera La Rochelle. Hein. Ça peut être pas mal parce que là, la Viva Stadium, ils avaient tout prévu. Hein. Voilà, la campagne était faite pour le Leinster. On va y revenir dans quelques instants. Saluer peut-être Daniel pour ce match qu'on a vécu ensemble. Hein. Oui, un grand régal, François. Un grand régal. Et on en a vu des situations renversées et retournées, mais des comme ça, pas beaucoup. Et pour la deuxième fois, François, 2 clubs français champions de Challenge Cup et de Champions Cup, deuxième fois consécutive. Cocorico. Allez, à tout de suite. Allez, ciao les amis, à très bientôt. À tout de suite sur Sud Radio. Daniel. Et on retrouve Johan et Philippe et toute l'équipe, bien sûr, et vous les auditeurs, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, la radio du rugby. Le MAG, François Trio. Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez sur Sud Radio, la suite du MAG pour revenir sur l'incroyable exploit, le retentissant exploit de La Rochelle, vainqueur au Leinster à Dublin, 27-26. C'est La Rochelle qui conserve son titre, on va dire le plus grand du rugby de club, hein, celui de la Champions Cup. Voilà, c'est un authentique exploit. Les Rochelais sont allés s'imposer là où les Toulousains avaient échoué en demi-finale. Ils ont réussi donc 27-26. Messieurs, Johan Huget, Philippe Spanghero, Alexandre Priam, bien sûr. Qu'est-ce que vous retenez de ce match? Est-ce que, Johan, il y a pour toi une action qui symbolise un peu le tournant du match dans cette finale qui, on le rappelle, avait débuté un peu à sens unique en faveur des Irlandais? Le tournant, clairement, pour moi, c'est laisser des Rochelais avant la mi-temps, qui les relance complètement, psychologiquement, physiquement. Et à partir de là, ils se disent qu'ils ont 40 minutes, ils sont à 8 points et que tout reste jouable, malgré qu'ils aient subi durant les 30 premières minutes, avec une déferlante de vagues irlandaises, un carton jaune, un essai au bout de 50 secondes, un deuxième essai. Sincèrement, on s'est dit ça va être long pour eux. Je commençais à avoir de la peine et au final, cet essai de fin de première mi-temps de Seteni était incroyable. Et il a remis tout le monde dans le sens de la marche. Philippe, ton tournant pourtant, pour toi, qu'est-ce qui symbolise ce renversement de situation? Alors d'abord, pour moi, il y en a deux. Il y a celui-là et puis il y a ce retour des vestiaires, l'entame de deuxième mi-temps. Je pensais que les Leinstermen allaient revenir beaucoup plus fort, que les Rochelais les ont empêchés d'être efficaces. Mais en tous les cas, le réalisme des Rochelais aussi, dès qu'ils ont eu un temps fort, le premier temps fort qu'ils ont en deuxième période, ils convertissent des points, ils recollent à 6 points et là, c'est plus le même match. Les Leinstermen sont sous la menace d'un essai transformé. Et là, on sent que clairement le leadership, ça change de camp dans l'état d'esprit. On sent que le Leinster perd la confiance et les Rochelais recommencent à gagner leur duel, à être dominateurs. On voit la souffrance du Leinster en mêlée fermée. Et c'est sur ça que s'appuie La Rochelle pour construire son succès. Et ils ont mis cette équipe en souffrance sur toute la deuxième période. Et donc pour moi, il y a deux tournants, c'est cela. Alexandre? J'hésite, écoute, moi je suis sur les 2 poteaux de Ross Byrne. 2 poteaux quand même sur les transformations. Au final, ça fait quand même une différence ça fait 4 points laissés en route. C'est pas rien côté Leinster quand le match se joue à un seul point. Et encore une fois, comment ne pas soulever l'importance de la discipline dans les matchs coup près. On se rappelle de Botia face à La Rochelle, face au Stade Toulousain à Twickenham il y a 2 ans, quand il avait écopé d'un carton rouge. Là, le geste d'Alalatoa à la fin, il condamne les espoirs irlandais en un seul déblayage, et on espère d'ailleurs que Georges-Henri Colombe va mieux. Quentin Cabanis, tiens, est-ce qu'il y a une image qui symbolise un peu le tournant? Moi, il y a 2 actions aussi qui m'ont marqué, c'est les 2 poteaux touchés par le Leinster en première période, parce que avec si ces 4 points avaient été marqués, finalement Leinster aurait été devant à la fin du match. Donc voilà, on est plutôt d'accord, et je suis aussi d'accord avec l'essai de Soitoni. Ouais, tout à fait. Et moi, j'ai une image qui t'es d'accord avec tout le monde, quoi. Écoute, oui. C'est l'ONU. Moi, je suis quelqu'un de sympathique. Tout à fait. Moi, 50e minute, quand les Rochelais reviennent à 26-20, alors qu'ils ont fait, ils sont revenus à 6 points, puis ils ont repris 3 points, et reviennent à 26-20 après une pénalité d'Astoy. Et sur le renvoi qui suit, il n'y a aucun Irlandais qui monte.
c'est Dulin qui hérite du ballon. Et là, il n'y a aucun Irlandais qui monte. Et à ce moment-là, je me dis qu'ils sont quand même. Alors, c'est la 60e, c'est la 50e. Depuis 10 minutes, c'est vrai que les Rochelais ont mis la main sur le ballon. Mais quand même, on sent qu'il y a une petite usure. Est-ce que. C'est fatigue pour toi? Moi, j'ai la sensation qu'ils étaient courts physiquement. Parce que je ne sais pas ce que tu en penses, Johan, mais c'est aussi peut-être sur des matchs comme ça, ils ont été battus à la 78e. C'est pas la même équipe contre le Munster en URC une semaine plus tôt, mais il y avait quand même la moitié à peu près de l'équipe qui jouait, plus les remplaçants d'aujourd'hui. Et voilà, ils perdent à la 78e. Et là, je trouve qu'ils ont été un peu courts physiquement, en tout cas beaucoup moins impactants dans les rucks, dans les contre-rucks, et notamment sur ces montées, sur les jeux au pied, par exemple. Je sais pas si toi ça t'a marqué, Johan. Non, bien sûr, c'est leur caractéristique de mettre beaucoup de pression sur leur jeu au pied. On a vu des lows un peu moins présents. On a vu des Ringgold ou Henshaw pas forcément impactants dans leur jeu. Mais ce qu'il y a, c'est que ils ont l'habitude de dominer tellement leur championnat, tellement la Coupe d'Europe, qu'à la 60e, les matchs ils sont pliés avec eux. Donc ils n'ont pas besoin de ces 20 dernières minutes pour être dans leur retranchement pour gagner les matchs. On a pu le voir en demi-finale face à Toulouse, mais tous les matchs, ils les ont gagnés assez aisément. Et dès qu'ils se retrouvent à la 60e collés au score, eh bien, on sent une équipe qui a paniqué et qui n'ont pas réussi à maintenir leur pression. Mais c'est la caractéristique aussi des Irlandais qui, à la 60e minute, commencent à baisser un peu d'un cran. Et voilà, les Rochelais ont joué très bien leur coup et ils savaient où ils allaient. Et en collant au score comme ça, jusqu'à la 72e, 75e minute, en repassant devant, ils savaient qu'ils avaient gagné le match. Quand on voit des Winnie Antonio lever les bras à la 75e minute, ils se trompent pas. Oui, ils ont été effectivement impressionnants, ces hommes forts Rochelais, donc ils conservent leur titre 27-26 en s'imposant à Dublin au Leinster. Voilà, on a l'impression quand même, je sais pas ce que tu en penses Alexandre, mais que La Rochelle a la recette face aux Irlandais. C'était leur 7e confrontation face aux Irlandais, tout niveau de la compétition confondu, depuis leur début en Champions Cup, et c'est leur 6e victoire. 3-0 contre le Leinster, c'est énorme. Oui, non, mais c'est vrai que c'est ahurissant, et je crois que la formule de La Rochelle, c'est une formule qu'on connaît bien. C'est l'impact physique incessant de ces avants costauds, destructeurs. Qui, même quand ils n'avancent pas, usent, en fait, marquent les adversaires. Et quand ils arrivent à avoir des ballons, parce que c'est aussi ça la question de La Rochelle, c'est que quand elle arrive à remettre la main sur la balle, elle est d'un coup très dangereuse sur ces aspects-là. Et on voit aujourd'hui le Leinster se fatiguer physiquement en défendant face à La Rochelle aujourd'hui. Le Leinster a été battu par une équipe qui généralement, le Leinster a l'habitude d'avoir souvent la balle, de provoquer énormément de plaquages adverses. Aujourd'hui, quand on regarde, le Leinster a fait la bagatelle de 185 plaquages réussis, 22 manqués. C'est très peu de plaquages manqués, mais au total, il y a eu plus de 200 tentatives de plaquage d'un côté. Ce qui est absolument colossal. Côté Rochelais, je vous le donne en mille. On est même passé maintenant à 220. Voilà, c'est bien d'être actualisé. 220 plaquages tentés côté Leinster, 100 côté La Rochelle. Cette équipe de La Rochelle, elle a confisqué la balle, ce qui a souvent été la formule un peu magique face à ces Irlandais, et c'est peut-être aussi l'enjeu pour l'équipe de France si jamais il y a un affrontement à la Coupe du Monde face à l'Irlande. Oui, on a appris des choses, Philippe, selon toi, là, ce soir, pour Fabien Galtier et son staff, là, et même les joueurs qui ont regardé cette finale. Qu'est-ce qu'ils ont pu apprendre? Si on avait 2-3 idées fortes à retenir? Mais je crois qu'ils ont pas appris grand chose, parce que je pense que la recette, on la connaît, c'est la mettre en application, et c'est très difficile, parce que on sait que on perd vite la lucidité contre ces Irlandais, parce que ils vous agressent tellement que ça devient compliqué assez vite dès qu'ils prennent le score et de courir après, d'essayer de revenir dans les matchs. Et donc c'est vrai qu'il y a cette capacité de La Rochelle depuis 2 ans maintenant, puisque ça a été le même scénario l'année dernière,
à reprendre le score et à confisquer le ballon. Ça a commencé à la 30e pour moi, peut-être même un peu avant. Et puis je sais pas s'il y a les stats de possession et d'occupation de deuxième période, mais ça doit être très largement à l'avantage des Rochelais. Mais c'est vrai que moi, ce qui me surprend, ça s'explique en partie par la dimension physique, Johan l'a dit, parce qu'ils ont l'habitude de plier les matchs à la 60e. Mais quand même, c'est quand même surprenant d'une équipe de ce niveau-là de voir ses attitudes en étant toujours devant au score à 6 points. Parce que pour moi, le point de bascule, il est au moment du retour au vestiaire où il y a ce premier temps fort Rochelais où ils marquent 3 points, ils reviennent à 26-20. Et là, on sent que le match a basculé. On sent que la Rochelle est toujours derrière, mais on sent que la gagne a changé de camp. On voit les attitudes des joueurs du Leinster qui sont déjà un peu en dedans. Et ça m'a surpris par contre de voir à un moment donné cette équipe pleine de joueurs d'expérience et de leaders perdre le fil de ce match. Et puis il y a deux erreurs au pied en sortie de camp de Gibson Park qui commencent à être beaucoup moins efficaces sur le jeu au pied de pression et d'occupation. Et là, la fin de match, elle est complètement à l'avantage des Rochelais. Et d'ailleurs, il ne devait pas la prendre, cette pénalité là, sur quasiment au 40. J'ai toujours pas compris. Ouais, ils vont chercher la touche. Tiens, Johan, toi, ça t'a frappé ou vers la 75e minute, là, il y a la possibilité quand même de repasser devant au score. Il commence à prendre l'herbe pour voir le temps, pour voir le vent. On sent bien qu'il n'est pas dans les meilleures dispositions pour la prendre. On est en fin de match. On voit qu'il n'a pas envie de la prendre. Hein. Enfin, Johnny Sexton, il la prend tous les jours. Hein. Tous les jours. Et oui, mais il n'y a pas Johnny Sexton. Et c'est vrai que c'est une partie de l'explication aussi. C'est un paramètre à prendre en compte parce que là, il doit s'imposer en tant que patron. Il va devenir le patron du Leinster. Et à ce moment-là, il doit savoir qu'il n'a pas le même 15 de départ. Il y a des remplaçants qui n'ont peut-être pas l'habitude de jouer. Et on le voit sur ces pick and go qu'ils font d'habitude. À chaque fois, ils repartent avec 3 points minimum. Et que là, il s'est pas mis une seule fois en position de drop, il s'est pas mis une seule fois en tant que patron, et au fur et à mesure que la rencontre avançait, lui il s'est effacé au détriment d'un Johnny Sexton qui prend ses responsabilités dans ces moments-là. C'est simple encore. On va peut-être passer à l'actualité suivante, mais parce qu'on a un invité qui est avec nous, hein, c'est le sélectionneur de France 7 que l'on accueille sur l'antenne de Sud Radio. Bien sûr qu'on va poser une première question à Jérôme Daré qui est avec nous et on le remercie bien sûr. Jérôme, salut à toi d'être en direct sur Sud Radio, la radio du rugby. Bonsoir. Bonsoir à tous et merci une nouvelle fois pour l'invitation. Ouais, avec grand plaisir. On va bien sûr... oui, Quentin. Oui, je vous vois bien sûr sur l'appli Sud Radio, on le voit bien sûr, et je vous dis bonjour Jérôme, voilà, je te dis bonjour, je sais pas si toi tu nous vois, mais en tout cas c'est la suite du circuit mondial du Seven, on va en parler. Vous étiez à Toulouse la semaine dernière, vous êtes à Londres désormais, Jérôme, mais quand même, on a envie d'en savoir plus, vous en tant qu'amateur de rugby, vous l'ancien d'Aqua, voilà, comment vous avez vécu cet exploit du Stade Rochelais. On a vu le résultat parce qu'on n'a pas eu la chance de voir le match et on est arrivé juste à l'hôtel, ça se clôturait, donc on est très content du résultat bien sûr et on va se nourrir de cette bonne énergie pour appréhender notre quart de finale demain contre la Nouvelle-Zélande. Ouais, vous les retrouvez vos amis néo-zélandais que vous avez affrontés la semaine dernière à Toulouse, 19-14 je crois que c'était le score. Hein. Oui, mais là ils sont particulièrement en feu et nous on est un peu RNT, mais bon, on va faire la paire et demain c'est quand même un deuxième jour de tournoi sur le 11e tournoi du circuit, donc c'est une nouvelle journée un peu différente. On a des petits réglages à faire quand même, mais on va jouer crânement notre chance parce qu'on a un top 3 mondial à aller chercher. Et on va peut-être rappeler les résultats, Alexandre, de cette première phase avant d'aller au quart de finale. Oui, parce que c'est vrai que cette qualification est un petit miracle pour l'équipe de France qui s'était inclinée en ouverture face au Samoa 28-21, victoire ensuite face à l'Espagne 35-21 et puis une défaite face à l'Australie 12-26, troisième place mais qualifiée quand même cette équipe de France donc pour intégrer les quarts de finale. Jérôme, quel regard, comment expliquer cette phase de poule un petit peu en difficulté pour l'équipe de France? Est-ce que c'est seulement physique?
Non, mais alors après, oui, on s'est mis en difficulté sur les résultats, bien sûr, mais on a des contenus qui sont en place quand même, on a des KPIs qui se sont mis au vert. Et après, il y a des décisions liées à des faits de jeu qui ne sont pas favorables sur cette journée, malgré que on ait pu faire un très bon match contre l'Espagne, qui nous permet d'assumer et d'assurer cette qualification. Alors, on est dans un nouveau format, puisqu'on est passé à 12 équipes, et ça change un petit peu les codes et la donne, et on se bat aussi avec les poules à côté. Donc, il y a tout ça à analyser, à mettre bout à bout. Bon, voilà, on y est sans y être, on est un peu RNT, mais il ne nous manque pas vraiment grand-chose pour pouvoir basculer du côté positif de la performance. Et je pense qu'avec les réglages qu'on aurait fait ce soir, on aurait pouvoir embêter un petit peu les Néo-Zélandais demain. Voilà, ces Néo-Zélandais qui ont remporté le tournoi de Toulouse la semaine dernière au Golden Score face aux Argentins. Vous pensez Jérôme, que le parcours des Bleus de la semaine dernière, mais depuis le début de la saison, bien sûr, on voit les progrès, mais c'est vraiment passé tout près la semaine dernière. Est-ce que ça décomplexe et que même si on a les jambes un peu lourdes, on est capable de faire un truc demain ? Non, mais on sait qu'on a le potentiel, on sait qu'on peut le faire, on a l'expertise du rugby à 7 et chaque jour est différent en rugby à 7, chaque jour ne se ressemble pas. Tout se remettra en question demain. Bon, la semaine dernière, c'est pas passé loin, mais bon, le pas loin, ça coûte toujours 0, quoi. Voilà, donc maintenant, demain, on a une opportunité d'aller chercher le tournoi. Et moi, je suis très content de jouer la Nouvelle-Zélande sur le quart de finale parce que si on enlève ce premier ogre sur ce premier match, on se mettra vraiment et grandement en confiance pour pouvoir appréhender ou Fidji ou Australie en demi-finale. Donc là, vraiment, on a une bonne cartouche à jouer et on se prépare bien pour ce qui va se passer l'année prochaine. L'année prochaine, il n'y aura que des équipes de très très haut niveau puisqu'on sera à 12. Tout comme la semaine dernière à Toulouse où on a joué quand même quasiment que des gros aussi. Donc c'est parfait. Moi, je trouve qu'on est sur une bonne voie de progression, une bonne voie d'avancée. Et comme je vous ai dit, avec des KPIs qui sont plutôt ouverts malgré 2 défaites aujourd'hui. Alexandre Priam. Oui, alors c'est pas encore l'heure du bilan pour l'équipe de France. On aura l'occasion de le faire à l'issue de cette saison. Mais quand même aujourd'hui là, quand vous avez clôturé cette journée, tout en sachant que vous allez affronter donc la Nouvelle-Zélande, est-ce qu'il y a l'idée aussi de faire valoir ce statut? Parce que l'équipe de France est aujourd'hui la 3e nation mondiale. Est-ce que ça c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur de terminer 3e nation mondiale à l'issue de cette saison? Bien évidemment, on va envoyer des signaux forts avant l'année olympique. Si on arrive à attraper un podium là cette année, on met vraiment la pression aux équipes les plus expérimentées. Et notamment, on aura mis Fidji derrière nous. Donc les Fidjiens, c'est quand même la nation la plus performante au monde avec les All Blacks. Donc franchement, on a une vraie carte à jouer. Alors après... c'est toujours pareil. Si on n'arrive pas à réaliser cette grande performance, c'est parce que c'est assez unique pour nous. On n'a pas trop l'expérience de jouer ce haut de tableau-là. Mais se mettre dans la roue, malgré tout, top 4 mondial à la veille des JO, ça sera une bonne chose aussi. Comme je le dis, on se servira de l'aspiration et de ce qu'on va apprendre. On est en train d'apprendre énormément en ce moment. Donc on fait évoluer notre système de jeu aussi. Ça nous joue des petits tours, mais ça nous amène aussi beaucoup d'opportunités. Donc voilà, c'est pas parfait. Il nous manque encore quelques petits soupçons de précision pour pouvoir performer dans ce top level. Mais bon, c'est plus on jouera ces équipes-là et plus on les affrontera, plus on grandira. Donc ouais, moi je suis très content d'affronter les All Blacks demain en quart de finale. Yoann Huget est avec nous et avec Philippe Spanghero. Et ils ont forcément soit un commentaire, soit une question à vous poser, Jérôme Daré. Vas-y, Yoann. Oui, bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. C'est Yoann. Je voulais juste savoir comment on fait pour gérer ce groupe-là qui arrive quand même à avoir des résultats maintenant assez constants et fréquents, à le régénérer tout en gardant la performance que vous avez actuellement, parce que votre réservoir est en termes d'expérience. On a vu sur le Toulouse le risque de blessure. On voyait les joueurs arriver au fur et à mesure avec plus de straps au fur et à mesure du tournoi. Donc, je me posais la question juste sur la récupération de vos joueurs. Comment vous arrivez à mettre tout ça en place?
Ben, en effet, alors bon, sur une saison régulière comme cette année, on a utilisé à peu près 26 joueurs sur la saison, en sachant qu'on a un cœur du réacteur assez solide et on a essayé de mettre pas mal de consistance, c'est-à-dire que les joueurs qui sont venus, ils sont venus prendre de l'expérience collective, mais de manière récurrente. Donc, il y a eu quelques allers-retours, mais ça a toujours été les mêmes joueurs. Donc pour aller chercher de la consistance et de la performance régulière, il faut quand même une certaine expertise de ce jeu. Donc on s'amuse pas trop à amener de nouveaux joueurs non avertis à ce jeu de manière conséquente. C'est toujours un ou deux, pas plus. Ensuite, sur la récupération et la régénération, je vous avouerai que le staff médical a beaucoup de travail entre les matchs. Il y a quand même un protocole très précis. Et puis, on a besoin aussi de rafraîchir le mental. Donc, on a fabriqué, sur une saison comme cette année, où on passe à peu près 220 jours en dehors des bases familiales, on a fabriqué aussi ce qu'on appelle des semaines en autonomie rugbystique, mais qui permettent de rafraîchir et régénérer mentalement les joueurs et d'arriver avec un maximum de fraîcheur, quoi, tout simplement, et d'optimisation. Parce que quand on passe beaucoup de temps ensemble, c'est à la fois nécessaire pour aller fabriquer de la performance, mais aussi très contraignant, parce que quand vous êtes tout le temps les uns sur les autres en permanence, ça pose des problèmes. Et puis après, on essaie de casser la routine aussi, forcément, avec des artifices que nous sommes allés chercher pour optimiser, surprendre les joueurs et leur amener quand même pas mal de bénéfices dans la vie de groupe. Jérôme, une info à vous donner. Alors la première, c'est que vous savez, il y a les demi-finales retour de National. Valence Roman ira en Pro D2 la saison prochaine. C'est acté, c'est fait, puisqu'ils se sont imposés de nouveau en match retour face à Albi. Mais il y a un autre club qui joue sa qualif aujourd'hui. Il y a Dax face à Blagnac. Et au match aller, il y avait eu 32-12 pour Dax à Blagnac, ce qui était quand même une belle marge de 20 points. Et au moment où on se parle actuellement, on est en première période et il y a 6 pour Dax, 14 pour Blagnac. Les Landais qui tremblent encore un petit peu pour cette accession en Pro D2. J'imagine que vous devez suivre ça, Jérôme. Je vais regarder de près. Bon, je sais qu'ils ont le bonus offensif quand même à Blagnac, donc je vais croiser les doigts pour mon club de cœur, on va dire, dans lequel j'y ai passé plus de 25 années. Et bon, voilà, je leur souhaite le meilleur, bien évidemment, tout en respectant Blagnac, puisque je sais que Blagnac fait une très belle saison aussi. Philippe Songuero, peut-être pour une question ou un commentaire pour Jérôme Daré, sélectionneur de France 7, qui dispute sa dernière étape de la saison dans le circuit mondial à 7. Ouais, très rapidement, salut Jérôme. On parlait tout à l'heure de complexe d'infériorité. Est-ce que tu sens que ce verrou, il a sauté chez tes joueurs? Parce que on l'a eu longtemps à 15 face aux nations du Sud. J'ai l'impression que cette nouvelle génération, elle est pas dans les mêmes codes puisqu'on les joue plus régulièrement. On a l'habitude, on les bat plus régulièrement. Est-ce que c'est pareil au 7 et est-ce que c'est définitivement gommé ce complexe face aux nations du Sud? Ouais, je pense qu'on a bien avancé, on l'a démontré quand même tout au long de la saison, même si face à ces équipes expérimentées, il ne faut pas trop se louper. Mais oui, on sait qu'on peut battre n'importe qui maintenant. On a battu toutes les grosses nations de toute façon. Donc à partir du moment où vous les avez battus, vous avez ça dans la tête et vous essayez de surfer sur ça. Après, bon, voilà, c'est toujours des matchs où il faut être ultra précis, ultra sérieux, ultra engagé. Et puis gagner ce qu'on appelle les collisions, j'aime pas trop le mot, mais c'est gagner les duels, quoi, voilà, pouvoir exister face à eux. Donc ça, on le sait. On travaille énormément sur les changements de rythme aussi, ce qui nous permet vraiment de les mettre en difficulté. Ils excellent là-dedans, que ce soit les Fidjiens, les All Blacks ou même l'Australie, notamment qu'on a joué tout à l'heure. Mais si on domine ça, cet effet miroir-là, cette capacité à se mettre dans les intervalles, franchement, avec le changement de rythme, ça apporte beaucoup de bénéfices. Alors, on n'est pas parfait encore, mais on sait qu'on peut vraiment les embêter. Et quand on évalue le sexe, ce qu'on appelle le sexe, c'est le sentiment d'expérience collective, je peux vous garantir que les joueurs aujourd'hui, ils mettent une valeur plutôt bénéfique dans cette capacité à vaincre les équipes du top 3 mondial. Petite question, Jérôme Daré, aussi sur le parcours des joueurs que vous allez chercher, parce qu'il y en a certains qu'on connaît à 15 et qui font un peu des allers-retours, comme Jean-Pascal Barak. Et puis il y a aussi des petits nouveaux à côté des anciens comme Jonathan Logel, qui sont des settistes confirmés. Voilà, il y a des noms qu'on découvre aussi un peu sur tout au long de la saison. Quel est le parcours type, on va dire, de ces settistes très spécialisés comme Joachim Troabal ou Variant Pasquier, des jeunes qui ont fait un gros tournoi la semaine dernière, notamment à Toulouse?
Ouais, ou Théo Fornet, avec qui on travaille bien, puisque Théo Fornet appartient au club de l'USAP. Mais oui, bon, mais je crois qu'il y a pas mal de bénéfices avec l'Inextenso Super Sevens. Voilà, cette compétition domestique professionnelle aujourd'hui amène une expérience, une culture un peu plus solide sur du rugby à 7, et tous ces joueurs-là, par le biais après de filtres qu'on a construits au niveau fédéral, que ce soit l'Académie olympique ou France Développement, qui amène cette expertise et cette expérience aussi, nous amène des joueurs un peu plus aguerris, avec un standard de connaissances lié à la connaissance de cette discipline, qui est très complémentaire du 15, mais assez différente malgré tout, permet d'amener des joueurs à révéler leur potentiel et démontrer qu'ils ont vraiment de belles capacités. Mais quels sont les critères, on va dire, qui vous permettent de les identifier très jeunes? Très jeune, c'est difficile à dire, mais on recherche quand même des qualités de vitesse, et bien évidemment, ça c'est bon. Je vais pas, vous le voyez vous-même, ça va très très vite. On cherche aussi particulièrement des velléités défensives. On veut des joueurs qui plaquent fort. Voilà, ça c'est important. C'est essentiel. Si vous voulez gagner, il faut marquer des essais, bien sûr. Mais si vous voulez vaincre de manière durable, il faut de très bonnes défenses. Et si vous n'avez pas une bonne défense, c'est très compliqué de pouvoir gagner ce qu'on appelle la guerre des turnovers. Et bon, voilà, donc on travaille dur, mais le Super Seven nous apporte vraiment cette capacité d'observation, d'évaluer des joueurs dans la discipline elle-même. Voilà, ce qui est beaucoup plus facile de sélectionner des joueurs au travers de ce filtre-là plutôt que dans les matchs à 15. Mais voilà, et après il faut amener un maximum d'expertise. Donc ces joueurs-là, s'essayent à ça et nous permettent de voir ces qualités de vitesse et ces capacités défensives que l'on recherche. Ouais, et on voit en tout cas les résultats de ce travail minutieux, entre bien sûr des joueurs qui sont dans le 15 et puis des jeunes pépites que vous nous permettez aussi de découvrir dans ce circuit Seven. On vous souhaite le meilleur, Jérôme Daré et toute l'équipe du Seven à Londres pour cette dernière phase finale de la saison. Le quart contre les All Blacks, et on espère qu'il y aura une demi contre les Fidji, et puis une finale et une coupe soulevée un petit peu comme les Rochelais aujourd'hui, Jérôme. On est de tout cœur avec vous. En tout cas, une coupe à Twickenham, c'est beau. C'est pas mal, effectivement. À Twickenham, ça doit être assez sympa. Merci en tout cas d'avoir passé du temps avec nous sur Sud Radio, Jérôme Daré. Bonne chance demain donc pour la suite de ce tournoi. À très bientôt. On se retrouve dans un instant pour la suite du MAG sur Sud Radio. Bien sûr, à suivre la Pro D2 dans une demi-heure. La deuxième demi-finale, Grenoble face à Mont-de-Marsan. Sud Radio, la radio du rugby. Le MAG, François Trio. Le MAG avec vous, les auditeurs Sud Radio et tous les passionnés de sport et de rugby. Dans quelques minutes, le coup d'envoi du match Grenoble-Mont-de-Marsan. Et dans quelques instants, on va aussi revenir sur la semaine, et notamment la semaine du 15 de France, puisque le staff du 15 de France autour de Fabien Galtier s'est réuni dans le Lot, dans le fief de Fabien Galtier, pour bien donner un peu le coup d'envoi de cette préparation à la Coupe du Monde. Direction Grenoble quand même, parce qu'on a vécu une belle après-midi de Pro D2 avec la victoire d'Oyonnax face à Vannes 26-21, avec un homme, Julien Vert, qui a le don de l'ubiquité, parce qu'il était cet après-midi à Oyonnax, il est ce soir à Grenoble. Bonsoir Julien. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai pas traîné en route. Pas d'excès de vitesse. Non, j'ai essayé de respecter. Le seul excès de vitesse, ça a été peut-être en courant à la sortie du stade, mais je suis pas sûr à ma mesure. Attendez. Voilà. Laissez-moi finir ma phrase. Excès de vitesse à ma mesure. C'est-à-dire que j'allais beaucoup trop vite pour moi. et donc j'étais beaucoup trop essoufflé en arrivant. Mais non, oui, de vue de l'extérieur, ça ressemblait pas à un excès de vitesse. Pour aller jusqu'au bout de la blague, il fallait que je passe devant le stade Christophe Lemaître pour rejoindre ma voiture. Voilà. Voilà. Bon, on peut dire que je suis quand même plutôt le maître du pauvre que le maître d'excellence. Voilà. Mais ce soir, vous allez voir un grand match, en tout cas, sans doute avec aussi riche que cet après-midi, parce que vous aviez déjà un gros match entre Oyonnax et Vannes, et donc ce soir Grenoble-Mont-de-Marsan. Moi je prends, si on fait rebelote avec un match aussi rythmé, avec autant de suspense et un dénouement finalement dans les dernières secondes, j'achète. Tout à l'heure j'étais pas trop chaud pour une prolongation, mais là oui. Pourquoi pas. Voilà, juste quand même le stade des Alpes ce soir plein.
Le Stade des Alpes, alors une très très bonne affluence. Il faut pas que je me plante entre mes fiches de tout à l'heure et de celle de maintenant. Tout à l'heure on était à plus de 11 000 et là dans le Stade des Alpes on sera à plus de 16 000 si ma mémoire est bonne. Donc c'est en tout cas on a eu des très belles affluences sur la fin de saison, ça monte en puissance. Je regarde, le président a annoncé avoir dépassé les 15 000 billets au milieu de la semaine, Nicolas Cuina, et je crois avoir vu passer qu'effectivement il y aurait normalement plus de 16 000 personnes. Ah bah ça y est, je viens de retrouver les 16 621 places, c'est-à-dire le record face à Vannes a été battu. Donc c'est-à-dire que voilà, on aura une affluence record ce soir au Stade des Alpes. Voilà, ce qui en dit long aussi sur l'attente pour Grenoble qui rêve d'une remontée en top 14. Il faudra gagner ce soir et ensuite disputer une finale face à Oyonnax. Donc à voir face à des Montois qui sont surtout souvent très à l'aise en phase finale. À tout à l'heure, Julien. On vous retrouve bien sûr pour l'avant-match. Avant cela, on va revenir sur la semaine parce qu'il s'est passé des choses, messieurs Johan Huget, Philippe Spanghero, Alexandre Priam. Tiens Alexandre, je me tourne vers toi. La semaine du côté de Montgesty dans le Lot, puisque Fabien Galtier a organisé un séminaire avec son staff et il a aussi convoqué la presse. Effectivement, alors tu avais la chance d'y être, si j'ai bien compris, François, et c'est vrai que, c'est un rendez-vous. 4 je me suis levé à 5h du matin pour y aller, donc je sais pas si c'est une chance. Enfin bon, je veux pas non plus. On va pas te plaindre. L'idée était de donner rendez-vous effectivement à la presse, de se donner rendez-vous aussi entre eux dans le staff de l'équipe de France pour faire un bilan, pour travailler, pour donner un peu le coup d'envoi en fait de cette préparation pour la prochaine Coupe du Monde. Et quand on écoute Fabien Galtier, il a d'abord voulu mesurer le chemin parcouru. Fabien Galtier qui était donc cette semaine dans une conférence de presse organisée et forcément ce passage à Montgesty, cette réunion avec le staff, elles leur ont permis de revenir sur les 3 années qui ont précédé le mandat. On a toujours voulu que cette compétition ne soit pas, entre guillemets, une sorte de fin en soi. C'est-à-dire que pour nous, c'est vraiment la continuité de ces 4 années. De ces 4 années, cette équipe qui a ouvert ce mandat le 2 février 2020 au Stade de France face à l'Angleterre. Elle avait 24 ans de moyenne d'âge, elle avait 8 sélections. Cette 10e compétition, eh bien, c'est le statut que l'on cherche à obtenir, c'est-à-dire ce statut de maître pour les joueurs et de maîtrise pour notre équipe. Ce statut de maître, on en parlera tout à l'heure, François, mais ça reviendra dans un autre extrait sonore. Ouais, ça fait partie effectivement des messages aussi, Johan, que Fabien Galtier a délivré à la presse, mais aussi à ses joueurs, parce qu'il y a eu quand même pas mal de messages. Voilà, on est à un peu plus de 100 jours de la Coupe du Monde, et c'était aussi un symbole de revenir dans le Lot, Johan, pour le staff. Ouais, la boucle est bouclée. Il a démarré son mandat dans le Lot. Juste avant la Coupe du Monde, il repart là-bas. Peut-être qu'il y a un peu de superstition du côté de Fabien Galtier. Mais en tout cas, il a envoyé pas mal de messages. Emmanuel Mafou, qui comptait sur lui et que les décisions de son visa allaient être peut-être actées mi-juin. Que tout le monde devait s'apprêter à monter dans le train ou le bus tant que la compétition n'était pas lancée. Voilà, qui comptait sur les blessés également. Donc pas mal d'infos à retenir de ce petit stage. François, tu dois en savoir beaucoup plus que nous. Non, mais moi, ce que j'ai apprécié, c'était d'abord le fait qu'il y ait un petit côté un peu à la fois solennel et aussi informel. C'est-à-dire, bon, on lance la préparation et puis après, il y avait des discussions très sympathiques, très amicales. Voilà, ce que j'ai, moi, retenu, c'est que la liste des 42 pouvait être mouvante. C'est-à-dire qu'elle pouvait... C'est ça. D'une semaine à l'autre, parce qu'il y a 3 temps dans la préparation, et qu'elle qu'elle pouvait effectivement être mouvante. Mais je suis sûr qu'Alexandre, tu as choisi ce morceau parce qu'il était, je pense, l'un des points clés de l'intervention de Fabien. Le lancement est parfait. La première liste des 42 qu'on va nommer, ça sera le 21 juin. Mais avant ça, le dimanche suivant les barrages, c'est-à-dire on aura 10 équipes françaises top 14 éliminées, on va sélectionner un groupe de 23 joueurs. 23 joueurs qui vont venir
à Marcoussis la première semaine de juin pour vivre une semaine de préparation avec les moins de 20 ans. Donc on a co-construit ça avec la DTN. Et en fait, ces 23 joueurs, c'est des joueurs qui potentiellement doivent avoir la mission de rentrer dans le vestiaire des 42. Philippe Spanghero, c'est plus que de la com là qu'on entend, c'est quand même de vrais messages. Voilà, le 21 juin, c'est pas figé, quoi. Oh là là, je pense qu'il y a un carton bleu pour Philippe Spanghero qu'on va devoir sanctionner. Oh là là, ah pardon monsieur. En plus, comme tu viens tout à l'heure, je disais des trucs de fou là. Mais terrible. Moi je lis sur les lèvres et je peux témoigner. Non, je pense que c'est important de laisser de l'émulation jusqu'au bout et de montrer aux joueurs qui doivent se sentir concernés jusqu'à la fin que rien n'est figé, parce qu'il peut y avoir des blessures pendant la préparation, il peut y avoir plein de choses. Mais au-delà de ça, c'est vrai que on sent, au-delà des messages qui étaient des messages quand même forts, on sent une vraie maîtrise de la communication de la part de Fabien. Il a cette capacité, je trouve, à rassurer à l'extérieur aux observateurs comme nous. On sent en fait que la feuille de route est extrêmement précise. Et ça, c'est quand même vrai depuis plusieurs années. Il a cette capacité à rassurer tout le monde et on sent que rien n'est laissé au hasard. Et donc, ça transpire de ces interviews, ça transpire des prises de parole du staff et même des joueurs. Quand on a reçu Gaël Fickou, il nous dit, mais on sait qu'on se sent en confiance avec lui et avec le staff. Et ça, je crois que ça contribue aussi à la performance et à cette forme de sérénité qu'on sent chez ces joueurs. Oui. Moi, ce que j'ai appris de ce séjour-là, et je suis d'accord avec ce que tu dis, Philippe, mais Johan, je sais que toi, tu as vécu deux préparations, 2011 et 2015, et que souvent dans ces préparations, le 15 de France essayait... 2019, non ? Et 2019, pardon, je l'ai oublié celle-là. Mais il y avait déjà Fabien, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, j'ai fait une petite erreur. Mais non, mais en tout cas sur les trois précédentes, il y avait, et puis on avait souvent l'habitude on va dire d'essayer de rattraper le retard avec une préparation un peu musclée, partir en altitude, faire du watt bike, faire du truc, des stages commando, etc. Là, il y aura pas du tout de ça dans cette compétition parce que on a l'impression que cette équipe se sent, on va dire, au même niveau que les plus grandes nations mondiales. Tu le ressens comme ça ? C'est un changement par rapport à ce que tu as vécu. Bah oui, clairement, il doit savoir où il va, mais ça permettait aussi d'avoir un peu de cohésion. Parce que pendant 4 ans, le groupe bougeait beaucoup. Mais là, le groupe, il a quasiment pas bougé. Ils ont une expérience collective. Donc, il n'a pas besoin de créer quelque chose. C'est déjà créé. Et il n'a plus qu'à travailler sur les fondations qu'ils ont fait pendant 4 ans. Donc, ils sont dans une certaine continuité. Nous, on partait à zéro, que ce soit en 2011, que ce soit en 2015. Il fallait tout reconstruire en très peu de temps. Eux, ils n'ont rien à construire. Ils ont juste à progresser et à continuer d'améliorer ce groupe-là. Ouais, et d'ailleurs, pour continuer sur les changements, et moi je trouve qu'il y a un changement quand même qui est assez fondamental, c'est que on a souvent eu des équipes de France qui se préparaient dans des hôtels ou dans des centres, enfin voilà, à Font-Romeu, ce genre de choses, à Tignes. Là, ça va être dans une sorte de presque un peu un village vacances, si j'ai bien saisi, à Seignos, dans des bungalows où les familles pourront venir. On est sur quelque chose de totalement différent, quand même, François. Disons que, on va dire pour le troisième temps de la préparation, c'est-à-dire du 6 au 24 août, on sent quand même que le staff a connu des Coupes du Monde. Fabien Galtier en a disputé 4 en tant que joueur et Raphaël Ibanez 3. Et ils ont connu aussi celle, Raphaël notamment en 2007, avec la grosse attente du public français. On se souvient que les Français en 2007 avaient manqué leur match d'ouverture. Et donc là, en concertation avec les joueurs, ils ont choisi ce système, on va dire, de bungalow, où chaque joueur aura son bungalow et gérera sa vie dans son bungalow en faisant venir sa famille, pas des copains, mais la famille. Et pour pouvoir aussi à la fois ne pas être enfermé à Marcoussis, comme ça avait été le cas en 2007, et être en lien avec le public, avec les vacanciers. Alors pas tout le temps, ils vont être forcément
forcément dans leur village à l'écart, mais les entraînements seront à Cabreton et ils seront connectés, on va dire, au public. Je trouve ça, moi, en tout cas, que c'est plutôt pertinent et que ça sent aussi le vécu, le partage d'expérience, et que c'est peut-être sur ces détails-là qu'on arrivera à gagner cette Coupe du Monde pour la 10e édition. Et puis dans le jeu et globalement dans l'ambition de l'équipe de France, il y a quand même un step, et encore une fois, on l'écoutait dans le premier extrait, on va revenir là-dessus. Il y a cette idée-là d'être des maîtres. Alors, écoutez Fabien Galtier, parce que quand même, ça annonce une certaine assurance. On va être les meilleurs. Voilà. On a bien ambitionné sur cette vision qu'on a co-construit, la volonté de devenir des maîtres et de maîtriser. C'est là qu'on veut être. Et aujourd'hui, c'est là que nous sommes. Mais on a encore du temps pour progresser. On a encore du temps pour nous améliorer. Donc, pour nous, l'enjeu, c'est de continuer à progresser pendant ces 4 mois. Continuer à nous améliorer pendant ces 4 mois. On veut être les meilleurs, nous sommes les meilleurs, et devenir et surtout être et rester des maîtres. Ça peut être mal perçu quand même, François. Moi, je sais pas, Johan, j'aimerais même t'entendre sur ça. Est-ce que ça touche les joueurs, selon toi? Est-ce que c'est ces mots-là, ils sont plus à destination des joueurs que des adversaires, entre guillemets, enfin du groupe? C'est exactement ça. Ils commencent à façonner, on va dire, à rentrer dans la tête des joueurs, à vouloir qu'ils soient les meilleurs. Et ça part de la tête. Hein. S'ils sont convaincus qu'ils vont être les meilleurs, obligatoirement, ils vont s'entraîner encore plus fort, parce que même s'ils vont pas partir en altitude, leur préparation elle va quand même piquer. Il faut pas qu'ils se leurrent là-dedans. Ça va être dur. Ils vont répéter des tâches à très haut niveau, des entraînements qui vont se succéder alors qu'on peut plus à peine marcher. Ils savent pas où ils vont mettre les pieds, mais là ils commencent juste à rentrer dans leur tête comme il le fait, avec ce langage qui lui appartient, cette expression qui lui appartient, comme il a fait pendant 4 ans. Donc oui, c'est pas à destination des autres pays, c'est pas à destination de qui que ce soit, c'est juste à destination de ces joueurs, c'est des messages qu'il envoie à distance. Ouais, elle va piquer la préparation, mais ils ont quand même initialement. Il y avait un stage qui était prévu en Guyane, puis ensuite à Carpiagne, je crois, enfin dans les Bouches-du-Rhône, avec la Légion. Et Philippe, ce qui est assez étonnant, c'est que ils ont allégé ce programme. C'est-à-dire qu'ils ont même retardé le début du stage qui va commencer quand tout le monde les finalistes auront terminé. Il y aura la liste le 21 juin et ensuite le 2 juillet, ça démarrera à Monaco. Mais voilà, il n'y a pas on a retiré quelques étapes un peu de cohésion. 21 juin, début juillet, les joueurs qui vont jouer la finale, ils vont arriver début juillet, ils n'auront pas récupéré. Donc là, je ne sais pas comment ils ont prévu de les gérer. C'est en juillet, je crois, qui vont avoir du repos, il me semble. Ouais, mais bon, des joueurs qui sont lessivés mentalement, ceux qui ont perdu ou ceux qui ont gagné, les remettre sur une préparation physique d'entrée comme ça au bout de 10 jours, c'est faire attention parce que ça va, comme avec la chaleur et tout ça, il peut y avoir quelques surprises physiques, quoi. C'est des moments toujours importants, ces moments de préparation, parce qu'on ne sait pas trop où on met les pieds. Par contre, ce que je crois, c'est que d'abord, j'aime bien le discours de Fabien, parce que quelque part, le statut aujourd'hui du 15 de France fait qu'on peut plus se cacher. Il faut avoir de l'ambition. Et bien sûr qu'il faut ambitionner d'être les meilleurs. Alors, on est toujours dans des discours un peu lisses où on renvoie la balle aux autres en disant il aurait très bien pu dire non, mais on va être outsider, c'est l'Irlande la plus grande nation du monde, on va essayer de figurer. Mais bon, ça aurait pas été bien perçu. Et comme le disait Johan, ce discours, il est à destination des joueurs. Il faut qu'à partir de maintenant, tous les matins, ils se lèvent en se disant qu'ils veulent être champion du monde. Donc ça d'abord c'est un premier point que je trouve très intéressant, d'assumer ce statut-là. Et après, pour ce qui est de la préparation, je crois qu'on a affaire à une génération qui est extrêmement professionnelle, c'est la première génération qui est née dans le professionnalisme, et a priori, enfin, les joueurs qui composent le groupe aujourd'hui ont un niveau de maturité
qu'il n'y avait peut-être pas à l'époque. Donc je pense que le staff peut aussi se permettre de prendre des initiatives comme Seignos, comme le fait de laisser les joueurs un peu plus libres, de se gérer avec leur famille, parce que Johan en parlera, j'en ai parlé avec lui, sur le rapport de l'éloignement aux enfants, à sa famille, etc. Alors on a beau avoir tout l'entourage autour et être super bien préparé physiquement, mais ça se joue tellement à rien dans le très haut niveau qu'il faut que les mecs soient bien dans leur tête, et peut-être que c'est en étant plus au contact de leur famille aussi. Donc trouver le bon dosage, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça qu'il y a plein de choses qui vont être mises en place. Mais je crois quand même que, encore une fois, ils ont une très bonne vision d'où ils veulent aller. Et surtout, ils partagent beaucoup avec les joueurs. Et ils sont capables de répondre aux attentes des joueurs, ce qui n'a pas toujours été, je crois, le cas des staffs des équipes de France. Ouais, et c'est vrai que ça nous met l'eau à la bouche, tout ça, parce qu'on a, en plus, après la victoire de La Rochelle au Leinster aujourd'hui, on se dit que voilà, peut-être qu'il va y avoir un alignement des planètes dans cette année 2023, et en tout cas la préparation est lancée. On va une info. Oui, mais on va surtout libérer Philippe, le remercier quand même pour cette soirée. Merci, dans monsieur. le MAG, cette journée. Merci, sur Sud Radio. Bon dernier match. Et puis bien sûr, on se retrouve très vite sur l'antenne de Sud Radio. Alexandre, oui. Salut Philippe. Vous vous rappelez que Dax s'était imposé en demi-finale allée de National 32-12. On est en seconde période entre Dax et Blagnac. Blagnac qui doit donc remonter de 20 points. Et il y a pour l'instant 21-6 pour Blagnac à Dax. C'est une grosse surprise. Les Hauts-Garonnais sont en train de, pour l'instant, mener face à la meilleure équipe de National sur le score de 21-6 à la 58e minute de jeu. Grosse surprise. Alors pour l'instant, ce sont toujours les Landais qui montent en Pro D2, mais ça se joue désormais à un fil. Oui, ça se joue en fil. C'est ça aussi la magie, le charme des phases finales.